On va parler avec notre invité ce soir d'un sujet qui fait l'actualité au plan international. Ce sont les États-Unis avec l'impeachment contre le président Donald Trump. Que risque-t-il exactement? Nous y verrons plus clairement avec le docteur Théo Bito. Bonsoir, docteur Bito. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Je vais vous présenter pour que les gens sachent que vous avez un peu le pédigré pour cette thématique sur laquelle nous vous invitons. Il faut le dire, vous êtes conseil et enseignant-chercheur des universités, diplômé de 3e cycle de l'école de droit de l'université de Austin au Texas et de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également arbitre commercial et d'investissement sur la liste de la Cour commune de justice africaine OHADA et vous disposez d'une expérience de conseil auprès du tribunal international de la Chambre de commerce internationale de Paris. Vous êtes également spécialiste des négociations privées et publiques, des contrats de construction FIDIC, du commerce international, de la structuration, du montage des partenariats publics-privés et des grands projets dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, du pétrole, des minerais, des rails, entre autres. Et vous êtes aussi un internationaliste avec au moins 19 ans de pratique de droit. Et donc, la question des USA, vous la connaissez très bien. Dites-nous le plus simplement possible pour nos pays qui ne sont pas habitués à ce genre de pratiques, de manière de faire, c'est quoi l'impeachment? Samuel, permettez-moi de vous remercier et saluer l'opportunité d'être sur votre plateau. Alors, je voudrais d'abord situer le cadre et vous dire qu'il faut remonter à 1787, au moment de la Convention portant sur la Constitution des États-Unis, où ce que nous appelons aux États-Unis les pères fondateurs étaient confrontés à un problème. Comme vous savez, la plupart des gens qui sont arrivés aux États-Unis viennent de l'Angleterre. Ils avaient cette peur de la tyrannie. Oui. Et ils se demandaient, ils se posaient des questions, comment est-ce qu'on gère cette histoire? Est-ce qu'il faut mettre un exécutif puissant versus mettre juste un représentant d'exécutif qui a moins de pouvoir? Ceux qui étaient pour un exécutif puissant ont remporté. Quand je dis remporté, ont été ceux qui... La majoritaire, exactement. Et maintenant, quand ils ont eu cette histoire de cet exécutif puissant, il fallait voir. Il y avait cette peur d'être en face d'un tyran un jour. Comment faire de sorte que demain, on ne se retrouve pas d'un tyran, on ne se retrouve pas en face d'un tyran. Alors c'est là où l'idée est venue d'introduire dans la Constitution américaine une procédure qui permet de contrôler le responsable de l'exécutif, c'est-à-dire le président. Et en ce moment, il était question de définir comment ça se fait. Donc, en bref, l'impeachment, comme il a été présenté, c'est d'abord une procédure formelle, organisée au niveau de la Chambre des représentants. C'est la Chambre des représentants qui décide que la conduite du président est assez sérieuse pour déclencher une procédure d'impeachment. C'est une procédure d'accusation formelle. C'est-à-dire que ça a été fait sur la base du système du jury américain, le grand jury. C'est comme ça. Donc, les représentants, qui sont les députés par exemple ici, se retrouvent et décident que le président a commis suffisamment d'infractions pour être jugé. Mais ils n'ont pas le pouvoir de juger. Ils peuvent seulement l'inculper, enfin, d'une manière formelle, décider que le président doit être jugé. Maintenant, il revient maintenant au Sénat. On appelle ça impeachment trial. Donc, c'est le Sénat qui juge le président. Donc, quand on parle d'impeachment, c'est juste une procédure formelle d'accusation du président. Et vous savez, c'est difficile, vous avez l'impression, quand vous écoutez, il y a beaucoup de choses, c'est très difficile maintenant parce que c'est un mécanisme qui a été rarement mis en œuvre aux États-Unis. Je pense que c'est la 3e fois. C'est la 4e fois. La 4e fois. Oui. La première fois, c'était en 1868 avec le président Andrew Johnson, qui a été effectivement impeached et effectivement enlevé du pouvoir. On l'a fait. On l'a démis du pouvoir. Bah, après tout, tu as eu Richard Nixon avec son Watergate, qui a démissionné avant que la procédure d'impeachment ne commence.
Évidemment, on a eu le dernier, l'avant-dernier, c'était Bill Clinton, qui a suivi les étapes, mais pour des raisons de politique de majorité, il n'a jamais été destitué. Maintenant, on a le cas Donald Trump. Alors, clairement, quels sont les actes qui peuvent amener à une procédure d'impeachment? Alors, pour les actes, c'est la Constitution américaine, en son article 1, section 2, clause 5, qui définit. Il faut que ça soit une trahison, ce que nous appelons trahison ici. Il faut que ça soit la corruption. On parle de crimes sérieux. Et puis on parle de misdemeanor, qui est en fait une infraction qui est localisée entre... C'est une attitude offensive qui est localisée entre l'infraction et l'offense. Donc ce n'est pas clairement défini. C'est toute la problématique qui se pose aujourd'hui. Parce que cet instrument n'a jamais été testé. Ça pose tout un problème. Ça pose un problème. Comment est-ce qu'on définit ces concepts en droit? Ces concepts n'ont jamais été connus par la Cour suprême des États-Unis. Ils n'ont pas été, il ne faut pas partie des éléments constants de la Constitution américaine qui ont été mis en exécution. Donc on ne sait pas. On ne sait vraiment pas comment prendre le cas. Dans le cas précis de Donald Trump, on lui reproche d'avoir un peu fait pression sur le président ukrainien Volodymyr pour qu'il mène des enquêtes sur son probable rival, en tout cas son fils, probable rival Joe Biden. En quoi c'est répréhensible? C'est Gerald Ford qui disait que l'impeachment dépend de ceux qui sont dans la Chambre des représentants. Voyez-vous, Bill Clinton a été en fait impeached tout simplement parce qu'on lui reproche une affaire extramaritale. Quand vous prenez Andrew Johnson, il a été impeached parce qu'on lui reproche d'avoir illégalement destitué un ministre de la guerre. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas une constante. Mais quand on prend les concepts qui se présentent, la plupart des académiques aux États-Unis ont des difficultés sur la définition exacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut aller sur le plan du droit commun pour définir ce que c'est que high crime and the misdemeanor, bribery and treason? C'est des concepts qui ne peuvent pas être simplement pris et interprétés. On ne peut pas se référer au droit pénal pour le faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut normalement dans ce genre de choses rechercher dans les précédents. Mais on n'a pas de précédent. Donc, in fine, ce qui se passe, c'est ceux qui sont au Parlement qui définissent en fait ce que c'est que le contenu de ces notions. Aujourd'hui, ce qu'on reproche au président Donald Trump, c'est l'abus de pouvoir et l'obstruction au Congrès. Vous savez, là où ça a démarré, cette histoire de... Il a voulu utiliser le pouvoir qu'il a pour se procurer des avantages personnels dans sa quête de 2020, de l'élection de 2020. Et... je pense qu'il avait bloqué une aide que l'Ukraine devait recevoir, alors que c'est le Congrès qui devait décider de cela, il me semble. Non, ça dit que ça a été déjà décidé. Dès le début de l'année, le Congrès américain fait les approvisionnements. C'est comme le budget ici, ça a été déjà fait. Maintenant, il fallait donner le OK pour le faire. Le président peut dire de ralentir. Mais quand il dit de ralentir, il faut que ça soit des raisons fondées sur l'intérêt national des États-Unis. Lorsque ça devient des intérêts personnels, le président ne peut pas dire, par exemple, écoutez, nous sommes... alors, je voudrais que tu fasses des enquêtes sur ce gars-là et je pourrais laisser la contribution, l'aide américaine passer. En fait, ce qui s'est passé, il paraît, selon les allégations d'une partie, c'est que le président a imposé ou a demandé directement au président ukrainien d'instruire son système judiciaire pour faire des enquêtes sur le fils de Biden. Voyez-vous, c'est ce que nous appelons aux États-Unis, comment on appelle, opposite search. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez à entacher, Biden est reconnu aux États-Unis comme quelqu'un de mépris. Il est honnête, les gens le reconnaissent comme ça, c'est ce qu'ils font. Alors vous imaginez quand on va présenter son fils comme un corrompu, et n'oubliez pas, il a été à ce poste au moment où son papa était vice-président, et il surveillait, et il faisait ce que nous appelons de oversight d'un programme en Ukraine. Voyez-vous? Donc,
de fil en aiguille, on peut remonter à son papa. Oui. Donc ça intéressait quand même certaines personnes. Maintenant, la question, c'est d'établir vraiment que le président des États-Unis a posé ses actes. Mais s'il a posé ses actes, encore faut-il que ces actes soient constitutifs des éléments définis dans la Constitution. Oui. Et personne aujourd'hui ne sait ce que ça veut dire réellement. Les concepts, les termes utilisés dans la Constitution, comme je l'ai dit auparavant, ils n'ont jamais été clairement testés. Ces termes n'ont jamais été testés. Ça veut dire qu'en l'espèce, on ne sait pas dans quel, dans quel chef d'accusation on met l'acte, c'est ça? On sait, dans le chef d'accusation, on le sait. Mais encore faudrait-il que les gens s'entendent. Vous savez, pour pouvoir destituer le président Donald Trump aujourd'hui, il faut que les deux tiers du Sénat votent en faveur de la destitution. Oui. Alors que les démocrates n'ont pas ces deux tiers-là. Il faut donc faire un travail, il faut convaincre les gens, il faut leur expliquer. Mais il n'y a pas de précédent. Vous savez, les pays anglophones fonctionnent sur la base des précédents. Il n'y a pas de précédent. On n'a pas, aujourd'hui, le système, que ce soit le système, l'organisation administrative et judiciaire des États-Unis, n'a pas d'éléments pour pouvoir vraiment être sûr que ce qui est fait. Et lorsque on a suivi quand même ce même système américain, chercher je veux traduire par empêcher, mais je sais que ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, faire appliquer l'impeachment à Bill Clinton sur une affaire purement personnelle de la vie privée, alors que ici on n'est manifestement pas dans le cas. On n'arrive plus à comprendre quand on s'intéresse à la vie privée d'un chef d'État qu'on cherche à empêcher, alors qu'il y a quelqu'un qui pose un acte que tout le monde sait répréhensible et on n'arrive pas à le définir. Bon, c'est des allégations. J'ai bien dit que il y a Gerald Ford qui a dit que l'impeachment dépend dans l'histoire de celui qui est majoritaire au niveau de la Chambre des représentants. C'est eux qui décident. Ils peuvent vouloir vous impeach pour n'importe quelle raison. C'est la tête du client finalement. Je dirais tout simplement que ce mécanisme porte en lui des défaillances, en ce sens que politiquement c'est difficile que l'impeachment passe. À moins que ceux qui initient l'impeachment soient majoritaires au Parlement et au Congrès, soit majoritaire au Parlement et au Sénat. Ça peut passer. Mais quand vous avez une situation actuelle aux États-Unis où le Parlement est détenu par les démocrates et le Sénat est détenu par les républicains, alors que c'est les républicains qui jugent, enfin qui votent la majorité. Parce que ce qui se passe en fait au Parlement, il faut que les gens comprennent bien. Alors, quand le Sénat s'est réuni pour juger, ce qui est en train de se faire actuellement, je crois qu'ils sont en train de le faire, ce qui se passe, c'est que il y a ces sénateurs qui sont là. C'est eux qui votent pour le destituer. Celui qui préside la séance, c'est le chef de justice des États-Unis, de la Cour suprême des États-Unis qui est là. Mais il ne peut pas intervenir. Après, quand il a entendu les deux parties, parce qu'aujourd'hui, il faut que les démocrates envoient des gens qui portent l'accusation. Et le président aussi a son équipe de défense qui défend. Donc, tout ça, ça se passe devant le Sénat. Alors, le Sénat, à la fin, c'est le Sénat qui vote pour retenir les chefs d'accusation. Si le Sénat vote en faveur de ces articles, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des articles d'impeachment qui ont été votés. La procédure a commencé où? Ça a commencé avec la chambre judiciaire au niveau des chambres des représentants. Après tout, elle est passée au niveau, il y a une autre étape, mais finalement elle est passée au niveau des représentants, de tous les représentants, en plénière où il y a eu un vote en faveur de l'impeachment. Donc c'est une procédure formelle en fait de l'impeachment qui a été faite maintenant. Maintenant, Pelosi, la speaker de la chose là, c'est elle qui apparaît, elle doit transférer ces éléments au Sénat formellement. Bon, le Sénat reçoit et il organise. Hier, si vous avez suivi, il y a eu une discussion, Mitch McConnell a introduit une règle de procédure, parce qu'il faut définir la règle de procédure de l'audience. Et il a introduit une règle dans laquelle il dit, il avait d'abord créé un précédent en disant que pour lui, cette histoire de jugement de impeachment trial n'allait pas durer, que lui va faire quelque chose de très rapide. Ce qui a fait que les démocrates ont réagi à dire non,
ça veut dire que vous ne voulez pas respecter les règles, la neutralité, et les règles, les principes de droit. Alors, il a introduit hier un règlement en disant qu'il leur donne 24 heures chacun pour présenter son cas, que rapidement, en 2-3 jours, cette histoire-là est emballée et on n'en parle plus. Les gens ont réagi et il a changé les règles hier nuit. Voyez-vous? Donc, c'est aujourd'hui une situation où c'est difficile de dire que le président américain sera destitué. Les démocrates, malheureusement, n'ont pas le vote pour le destituer. Alors, finalement, quand on suit quand même l'affaire de très près, et vous l'avez dit en rappelant cette citation que l'impeachment dépend de ce qu'on a, par exemple, au niveau de la Chambre des représentants, c'est comme si vous pouvez être véritablement coupable, mais si vous avez la majorité, vous êtes à l'abri. C'est ça, ce n'est pas, c'est ça, ce n'est pas comme, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez suffisamment de personnes au Parlement américain, certains actes qui peuvent être considérés comme des crimes ou des corruptions, tout ça là, peuvent ne pas être considérés comme des articles, en fait des éléments susceptibles de conduire à l'impeachment. Donc ça dépend, on peut vous impeach pour n'importe quoi. Si la Chambre décide que c'est fait, elle vous impeach. La bonne chose, c'est que les Founding Fathers ont eu ce réflexe-là de faire de sorte que la Chambre des représentants n'a pas tout le pouvoir. Elle peut accuser formellement, mais elle ne peut pas juger. Voyez-vous, donc il y a eu cette séparation de pouvoir qui a été, moi je pense à mon sens, qui a été vraiment sage pour éviter que même une chambre aussi abuse de son pouvoir. Parce que vous voyez, si vous remontez à Andrew Johnson, en son temps, en 1868, l'impeachment, ça a été juste parce qu'on ne l'aimait pas. En réalité, c'est ce que les historiens disent. Parce qu'on dit qu'un président a destitué illégalement un ministre de la guerre. Quand même, dans la Constitution américaine, le président a le choix de choisir qui il veut comme ministre de la guerre. Et bon, le Parlement a son mot à dire, le Sénat a son mot à dire, mais in fine, c'est le président. Si le président qui a la direction du pays ne veut plus de ce monsieur parce qu'il ne répond pas à certaines choses-là, personne ne peut décider à la place du président. Mais précisément dans ce cas, en 1868, les gens, comment on dit, la Chambre des représentants, disons le Congrès, a impeach et removed le président Andrew Johnson. Alors, si un part extraordinaire, c'était les républicains qui dominaient le Congrès, on n'aurait même pas eu... C'est-à-dire que quand on parle du Congrès, c'est les deux éléments. C'est bicaméral. Qui dominait en tout cas la Chambre des représentants. On n'aurait même pas eu début d'impeachment, c'est ça. Vous savez, pour aller dans votre sens, vous savez, comment dire, la longue enquête du Conseil, comment dire... On appelle ça des Special Counsel. Le Special Counsel n'a jamais abouti sur l'histoire de, comment on appelle, l'histoire des élections de 2016. Parce que en ce moment, la Chambre et le Sénat étaient à majorité républicaine. À majorité républicaine avec un président républicain. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas une voix autre. Alors, finalement, on est quand même admiratif de la démocratie américaine, mais est-ce que personnellement, vous pensez que ça, c'est démocratique? Ça symbolise quelque chose de... Oui, vous savez, ça dépend de ce que vous mettez dans la démocratie. Parce que si on compare avec nos systèmes ici, si vous êtes reconnu coupable de haute trahison, il n'y a pas de demi-mesure, vous serez démis. Oui et non. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai toujours dit que la démocratie américaine, c'est une démocratie constitutionnelle. C'est le respect des lois qui force cette démocratie. Ce n'est pas les lois qu'il faut démontrer que le président est coupable. Ce n'est pas les lois que le président doit être destitué. En droit, si vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas établir que quelqu'un est coupable, vous ne pouvez pas le condamner. On ne peut pas le condamner. Donc, je dis que ça dépend de ce que les gens mettent dans la démocratie. En Afrique, nous mettons beaucoup de choses dans la démocratie. Il faut que ce soit une démocratie qui soit celle de développement. Qu'est-ce que nous attendons par la démocratie? Est-ce que c'est la liberté absolue ou bien c'est cette idée que les lois sont... Quelle que soit la loi, elle doit être testée. On ne peut pas dire que c'est la démocratie, quelqu'un non. Aucune institution, je pense, aucun pays ne fait ça, ne fait de sorte que dès qu'il y a un problème, sans donner comment nous appelons ça,
il y a un terme approprié qui m'échappe là, le bénéfice du doute. Oui, on doit passer par la procédure. Je pense qu'il faut plutôt, au lieu de se poser la question de démocratie, s'il y a la démocratie aux États-Unis, il faut plutôt se demander si les règles sont respectées. Parce que dans un pays, si les règles sont respectées, la démocratie est respectée. Je peux bien vouloir que cette loi s'interprète de cette manière pour moi, mais elle peut ne pas être la bonne interprétation. Mais si on prend la définition quand même assez basique de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, je pense que c'est un président américain qui l'a défini comme ça. Si on prend un sondage de l'opinion américaine aujourd'hui, elle est favorable à quoi finalement? To impeach or not? Oui, mais ce que la population dit aujourd'hui aux États-Unis, il y a des sondages dernièrement qui ont dit qu'il y a une majorité de 51%, je crois, qui est en faveur de l'impeachment, pas l'impeachment, du removal dans les destitutions. Mais l'opinion américaine, ça varie. Ça varie. Aujourd'hui, après des débats, on peut dire non, ce n'est pas stable. Mais je ne pense pas que ce soit la mesure de la chose. La mesure de la chose, c'est de voir si le président a effectivement violé les lois. Et c'est les lois qui nous unissent, c'est elles qui nous mettent ensemble, c'est elles qui nous punissent. Ce n'est pas l'opinion. L'opinion n'a plus... Tant que l'opinion a voté, a remis le pouvoir entre les représentants, ces représentants feront leur travail. Elle peut donner son opinion, c'est bien, mais les représentants doivent faire leur travail. C'est la pérennité. Dans un pays, il faut se battre pour le respect des lois et garantir à ces lois une pérennité. Donc, si les représentants vont bouger à gauche parce qu'on a dit que le sondage a dit ceci, ça ne va pas aller. Alors, en même temps, les débuts de cette affaire, on a eu écho de toutes ces écoutes, des conversations téléphoniques. C'est ça même qui a ouvert l'affaire. Ça veut dire quoi? Qu'aux États-Unis, les conversations du président peuvent tomber dans le domaine public? Tout ce que le président fait aux États-Unis dans l'intérêt du pays est enregistré. Il doit faire ça devant témoins. C'est enregistré systématiquement. Le téléphone du président de la République, son cell phone est enregistré. Tout est enregistré. C'est crypté par le FBI. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas, par exemple, prendre son téléphone, faire juste un appel pour son affaire personnelle. Il ne peut pas le faire. Tout est crypté. Il peut appeler pour commander des fleurs, il peut faire ceci, mais le président américain est surveillé. Il est protégé et surveillé. Toutes ces communications sont enregistrées. Parce qu'il faut des témoins. Il faut des témoins de tout ce qu'il fait. C'est une institution assez vieille qui a ses réflexes, qui a ses standards. Mais c'est quand même un peu choquant. On parle du président de la République. On dirait qu'il n'a pas de vie privée finalement. Un président de la République n'a pas de vie privée. Ça, c'est un débat. Non, un président de la République n'a pas de vie privée. Les gens ne tranchent pas là-dessus. Le président de la République est pris en charge en termes de sécurité, tout ce qu'il a fait. Il est l'homme le plus important du pays. Il travaille pour la population. Donc, on ne peut pas... Il doit être protégé 24 heures, mais contre son gré. Je me rappelle Barack Obama qui dit, ah, vous voyez, je voulais aller juste 50 mètres d'ici, on me dit que je ne peux pas marcher, que je dois être en voiture. Les responsables de sécurité l'ont dit, vous ne pouvez pas marcher. Et il doit respecter ça. Il n'est plus... Ce n'est pas un membre de sa famille en ce moment. Il devient un élément, l'élément le plus important du pays. Et même ces écoutes dont on passe, c'est pour la protection du président américain. Regarde cette histoire d'impeachment. C'est parce qu'il y a des enregistrements qu'on en discute. S'il n'y a pas ces enregistrements, le président pouvait prendre son téléphone, appeler n'importe qui pour dire n'importe quoi. Et à la fin, on se retrouverait dans un pays où la tyrannie s'installe. Finalement, docteur Théobito, vous pensez que Donald Trump risque la destitution? Je l'ai déjà dit, je pense que les chances sont au 0 millième. Hein. Il n'y a pas de chance. Parce que les démocrates n'ont pas, au Sénat, ils n'ont pas une grande majorité. Et à moins que ça soit l'objet d'un volte-face extraordinaire, où des républicains, une dizaine de républicains rejoignent les démocrates. Mais ça ne va pas se faire parce que McConnell, le speaker, il est très vigilant, c'est un homme très tacticien, il maintient ses troupes. Il maintient ses troupes. Et je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des gens qui vont, comment on dit, cross the line, pour aller de l'autre côté et puis aller voter contre. Non, je pense que c'est l'objectif même derrière ce truc-là. Je pense que ce que les démocrates peuvent retirer, c'est d'entamer la réputation réelle de Trump pour les élections prochaines.
ils peuvent le faire parce qu'ils ont... Est-ce que c'est pas plus ça qui est leur objectif aujourd'hui? Je pense que, pour être réaliste, c'est ce qu'ils peuvent obtenir. Je ne sais pas s'ils se sont dit que c'est ce qu'ils veulent, mais c'est ce qui est réaliste. Parce que c'est un jeu de nombres. Le président et son équipe ne dorment pas. Parce que c'est une histoire de spécialistes de droit. Chacun a son armée de juristes qui le défendent. Et on va dans l'histoire des États-Unis pour puiser les éléments. Comment ça se fait s'il y a un précédent? Je pense que ce n'est pas encore ça. Mais tout ceci a quand même réussi à occulter l'affaire en elle-même. Est-ce que, parce qu'on n'a plus cherché à aller loin pour savoir si le fils de Joe Biden a véritablement fait ce que Donald Trump lui reproche? Oui, bon, ce n'est pas que ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la question de ce que nous appelons de witness, les témoins. Les témoins, oui. Les républicains ne veulent pas des témoins. Les démocrates veulent des témoins. Alors, l'ancien secrétaire le responsable de sécurité nationale, Bolton, qui a exprimé son intention de pouvoir, témoigner. Oui. A fait que les républicains ont réagi en disant, s'il vient, nous aussi nous avons des témoins, nous allons demander à l'enfant de Joe Biden de venir pour témoigner. Vous savez, ces témoignages sont tellement délicats que vous êtes en face des juridictions fédérales. Si vous mentez, vous savez, on a reproché ça même à Bill Clinton dans son impeachment. Si vous mentez, même 100 ans après, si on découvre, on reviendra après vous. Donc, c'est tellement délicat. C'est pourquoi quand on te demande d'aller faire un de ces témoignages, tu dois t'entourer d'une équipe de conseil pour voir exactement ce que tu peux dire pour que ça ne t'apporte pas de trucs là. Donc, si nous sommes dans cette situation, je pense que l'histoire de l'enfant de Biden n'est pas l'élément principal. L'élément principal ici, c'est est-ce que le président des États-Unis a utilisé son poste de président pour influencer un président étranger pour obtenir des informations sur son opposant potentiel. C'est ça le débat. Le reste, je crois que c'est de la politique. Il faut le voir comme ça. D'accord. Théo Bito, docteur, merci d'être passé répondre à nos questions. On a appris beaucoup plus avec vous sur cette procédure d'impeachment. On va maintenant partir pour la pause. C'est 10 minutes. On regarde le journal et on se retrouve dans Regard Croisé.